Voilà, et donc bienvenue, bienvenue pour cette session de Cheval en conscience. Et donc aujourd'hui, on a une session sur donc notre groupe de discussion Cheval en conscience autour du cheval et de la psychologie. Et donc les chevaux sont des assistants, sont des êtres, des assistants à part entière qui peuvent vraiment nous apprendre beaucoup de choses sur différentes manières de pratiquer la psychologie. Donc une psychologie qui va se pratiquer en dehors du cabinet. Hein. Il y a parfois des sessions qui commencent dans un cabinet de consultation avec des psychologues, des psychopraticiens, des psychothérapeutes, des psychiatres même et qui vont se continuer en extérieur, dans la nature, avec donc nos partenaires chevaux qui vont nous assister. Et donc dans ce groupe de discussion, on a plusieurs types de discussions. On a des discussions sur ce qu'on appelle l'approche polyvagale, donc le degré d'activation de notre système nerveux automatique et les chevaux sont des experts pour nous apprendre les différents types d'activation de notre système automatique. Eux, ils pratiquent ça au quotidien. Ils peuvent nous apprendre également comment remettre notre système nerveux automatique dans un état de calme. Hein, et on a plusieurs intervenants qui parlent donc de cette approche polyvagale qui a été vulgarisée par Stephen Porges. On a toute une discussion autour de la psychothérapie IFS, Internal Family System, avec les différentes voix qui parlent à l'intérieur de nous, les différentes parties de notre personnalité. Et il y a dans la vie, dans la construction de la psyché, un certain nombre de ces parties, de ces euh, voix qui parlent autour, à l'intérieur de nous, qui sont parfois la cause de problèmes, d'obstacles, hein, et donc également avec des interviews autour de cheval et IFS. Il y a quelques jours, nous avons interviewé ma collègue Claire Morin autour de cette approche cheval et internal family system. Et donc bientôt également Alexandra Bilisco qui va parler de cheval et IFS auprès d'une population de personnes malentendantes, de personnes qui sont sourdes. Et, euh, et on a également des interviews sur différents protocoles en psychologie, en psychothérapie. Donc aujourd'hui, avec une praticienne, avec Nathalie Durel, qui habite au Portugal. Et donc Nathalie, tu es française, je crois, au départ, mais tu habites au Portugal depuis des dizaines d'années. Tu as créé ton activité au Portugal. Donc, bienvenue Nathalie pour cette nouvelle interview. Je crois que c'est la troisième interview de ce cycle qu'on a commencé autour de ta pratique au Portugal et donc de cette approche que tu as créée, donc qui s'appelle, je crois, la méthode Chiron. Euh, Exactement. donc Nathalie, est-ce que tu voudrais en quelques mots nous dire qui tu es et peut-être quelle est cette méthode que tu as développée, la méthode de Chiron? Oui, très bien, mais merci et merci une fois de plus de m'inviter et bonjour à tout le monde. Donc oui, je suis née à Toulouse il y a longtemps, il y a pas mal d'années, et j'ai quitté la France, j'avais 18 ans et j'ai un petit peu voyagé dans le monde pour ma première profession, j'étais danseuse et mannequin. Et puis je me suis installée en 89 au Portugal et voilà, et du Portugal après, moi, je suis restée, ça fait 35 ans, j'ai aussi vécu au Brésil et toujours sur cet axe entre le Portugal et le Brésil. Et puis je suis devenue psychologue quand j'ai fait une reconversion de mon premier métier. Et très rapidement, je me suis rendu compte que la psychologie classique ne me permettait pas d'aider, en tout cas pas suffisamment, certaines pathologies comme des grandes dépressions, certaines addictions, etc. Et c'est là que je me suis intéressée aux interventions assistées par le cheval. Donc j'ai fait une première formation en équithérapie au Brésil et puis après je me suis rendu compte qu'en fait le travail au sol, pied à terre, donc était beaucoup plus intéressant pour le type de patient que j'avais. Et c'est à partir de là que j'ai créé mon propre espace, mes propres chevaux et ma propre méthode, donc la méthode Chiron, qui permet de travailler beaucoup sur le corps. Donc c'est vraiment un lien avec
lien psychocorporel entre nos comportements et nos émotions, bien sûr, et les comportements et les émotions des cheveux. Voilà. Oui, et c'est vrai que dans la psychiatrie, on pourrait dire classique, hein, ou institutionnelle, il y a pas tellement de place pour le corps. Et on a un peu cette distinction, cette barrière où le corps est trop souvent oublié, hein. Il y a un barrage entre l'esprit, le mental d'un côté et le corps d'un autre côté. Et très souvent, les psychiatres et les approches psychiatriques, eh ben on va faire discuter la personne, on va parler de son vécu psychique, mais le corps là-dedans c'est le grand oublié, hein, et c'est peut-être seulement depuis la Gestalt thérapie, depuis les psychologies qui sont un peu plus intégratives, qu'on a introduit le corps dans les approches psychologiques. Et, euh, et avec les chevaux, bah là, avec les chevaux, le corps est complètement présent. Et pour toi, Nathalie, comment est-ce que tu as intégré cette dimension du corps, de la présence du corps, dans ta pratique avec les chevaux? Alors, moi, ma première approche a été mon approche à moi, hein, complètement autodidacte, puisque je viens du monde de la danse. Ah oui. Et j'ai vu tout de suite que ben, si je bougeais l'épaule et je bougeais pas mes jambes, ben, il y a rien qui se passait, par exemple, dans mon lien avec le cheval. Donc, si je voulais vraiment avoir ce lien avec le cheval et et qu'on puisse danser ensemble, si on peut dire, il fallait vraiment que je mette mon corps à fonctionner. J'ai pu me rendre compte avec mes patients, donc sur le terrain vraiment, que dans la plupart des pathologies, c'est cette coupure dont tu parlais, tout se passe à ce niveau, au niveau de la tête, mais le corps ne suivait pas, ou alors il suivait trop, enfin il y avait vraiment un décalage. En premier lieu, ça a été vraiment sur de l'expérience, voilà. Et puis après, je me suis quand même beaucoup plus approfondie. Je suis partie un petit peu sur la bioénergie de Alexander Lowell, Lowell qui a été chercher les premiers travaux de Reich, hein, et puis plus récemment dans la suivi du travail de Lowen sur la biosynthèse, qui est une approche très intéressante sur justement les dynamiques psychocorporelles qu'on peut très bien adapter aux interventions assistées par le cheval. C'est-à-dire que ça va beaucoup travailler sur le ground, ce qu'on appelle être vraiment la présence totale, comment communiquer aussi avec toute la partie en fait du plexus solaire vers le sol, et comment on peut arriver à rentrer dans notre corps et pouvoir exprimer par notre corps et pouvoir être en lien et aligner justement par la respiration et par les mouvements notre volonté et nos ressentis. Et le cheval, bien sûr, va répondre d'une façon absolument incroyable quand on arrive à tout intégrer d'une forme holistique. Voilà. On t'entend Le pas. cheval est sensible à notre présence, à notre présence corporelle. Il est vraiment sensible au type de présence qu'on a. Et donc, dans ton approche, en fait, tu as commencé avec une prise de conscience par donc tu as parlé de Wilhelm Reich et l'orgone, enfin en tout cas le sens de l'énergie. Et puis tu as parlé de biosynthèse, donc c'est tu pourrais nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que Oui, c'est oui, que la biosynthèse? disons que de Reich, Reich a été suivi par Lowen, hein, Oui. donc la bioénergie. Et puis en fait, la biosynthèse, c'est dans le mouvement. Hein, c'est Boadella, David Boadella qui a créé ça, mais c'est basé sur le travail de la bioénergie. Et donc en fait, on part vraiment sur cette conscience de la présence. Et il y a trois axes qui sont très importants qu'on appelle dans le ground, la présence, hein, au niveau des racines. Il y a ce qu'on appelle le focus, c'est-à-dire comment on va vraiment être capable de regarder autour de soi. Et ça, quand on travaille avec les chevaux, on se rend compte vraiment que si on n'est pas capable en fait de poser notre vision et de projeter notre intention, ça va être difficile. Et le troisième point, ce niveau se passe au niveau en fait du ventre, ce qu'on appelle la charge. Et la charge, en fait, c'est au niveau de nos désirs, c'est au niveau de notre capacité à projeter aussi et mettre en place ce qu'on désire.
Donc ça, en fait, au niveau du corps, on s'en rend vraiment compte avec le travail avec les chevaux, que si ces trois axes ne sont pas alignés, ben ça va être difficile. Ou alors si on peut partir par exemple dans la bioénergie, on parle beaucoup sur des typologies. J'aime pas trop rentrer dans les typologies, mais enfin, il faut quand même y aller un petit peu. On peut prendre quelqu'un qui a une schizoïdie assez présente, ben, il va manquer de ground, donc il va pas être présent, il va manquer de charge, et il va manquer de focus. Donc les trois vont être pas absents, mais vont être quand même assez déséquilibrés. Donc en fait, il ne veut pas être présent, et donc ben, on va voir aussi son regard, on va voir ses épaules, on va voir tout son corps. Et, et je parle de schizoïdie parce que puisqu'on va parler des addictions, ben on a souvent justement des personnes schizoïdes qui sont aussi addictes. Hein. Et en fait, on se rend compte que dans les séances, ces personnes ne sont pas présentes et elles partent dans d'autres mondes, que ce soit avec des substances ou sans substances. Mais en tout cas, elles ne sont pas ici et le corps n'est pas vivant. Voilà. Et donc en pratique, comment ça se passe et est-ce que tu as des procédures que tu appliques est-ce que ça commence dans le cabinet de consultation? Comment est-ce qu'on peut préparer une personne à justement à avoir cet alignement donc des trois aspects de la présence physique et je sais que j'ai moi-même travaillé avec des personnes qui sont schizophrènes, qui sont porteuses de schizophrénie. Euh, et ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident. Et parfois, le simple fait de se retrouver en extérieur, dans un espace ouvert et avec un cheval, parfois ça porte déjà une espèce de voilà de charge. Il y a l'espace ouvert. Et parfois c'est déjà un peu trop. Il y a des personnes qui préfèrent parfois d'ailleurs être dans un espace qui soit un peu fermé. Enfin, comment ça a été pour toi? Comment est-ce que tu pratiques Euh, ça au quotidien? alors, bon, la première séance se fait toujours en partie. Toutes les séances commencent en cabinet et finissent en cabinet, d'accord? Ça, et il n'y a pas, et pas toutes les séances se font avec les chevaux. Je m'adapte vraiment à la personne et à ses besoins à ce moment-là. Mais dans un cas comme ça, comme dont tu parles, la méthode Chiron travaille avec des chevaux en liberté, mais aussi dans certains cas, il faut savoir s'adapter. Et quelqu'un qui a peur justement qui n'est pas à l'aise dans la nature comme ça, il va falloir pouvoir l'amener tout doucement à ce rapport à l'animal et à la nature. Donc en fait, dans ces cas-là, ben, on peut aller travailler par exemple dans l'espace dans un box. J'ai des grands box, donc ça me permet de pouvoir mettre un cheval et une personne dedans. Et petit à petit, les choses vont se faire tout doucement. Qu'au moment, on va violenter la personne. Et c'est une question de temps, de patience, et d'y aller au fur et à mesure. Hein. À un moment, on force qui que ce soit à faire quoi que ce soit, parce que ce serait complètement ça n'aurait aucun sens. Mais normalement, en tout cas, mon expérience avec les personnes schizophrènes, et très souvent, l'animal, c'est beaucoup plus facile pour eux d'être en contact avec l'animal. C'est plus facile avec l'animal qu'avec l'humain. Je trouve ça aussi avec certains autistes, pas tous. Et avec les personnes ayant des problèmes d'addiction, normalement, c'est plus facile avec l'animal. Pas toujours aussi, Ok. mais très souvent. Oui, on parle souvent des autistes, hein. Il y a ce livre incroyable comment il s'appelle, Rupert Isaacson, qui parle de son fils qui était autiste et son fils ne s'exprimait que quand il était en présence d'un cheval. Et donc, Rupert Isaacson a écrit tout ce livre incroyable de ça, une saga absolument incroyable où il a été à la recherche de praticiens traditionnels, de médecine ancestrale tout autour du monde, et donc pour soigner son enfant autiste, avec succès d'ailleurs, hein, et avant de revenir au Texas, je crois qu'il habite au Texas en ce moment. Euh, Après, le syndrome autistique ou le spectre autistique, euh, pour moi, c'est un petit peu différent de l'aspect schizoïde. Enfin, je sais pas comment est-ce que pour toi il y a une différenciation, une personne qui est vraiment schizophrène, qui est un petit peu coupée de la réalité,
parfois dans sa propre réalité, parfois dans un délire total qui a rien à voir avec ce qui se passe dans la réalité, et une personne plutôt autiste ou pré-autiste qui a plutôt un problème dans la communication, la communicabilité. Et est-ce que ça se différencie pour toi au niveau des séances? Comment ça se passe avec la méthode Chiron? Oui, oui, oui. Disons que euh, d'une façon ou d'une autre, moi, je vais toujours sur le corps. Donc, que Oui, ce soit dépression, que ce soit schizophrénie, que ce soit phobie, je vais toujours sur le corps. Pour moi, c'est vraiment là que tout se passe. Donc, on parle, et tu as bien fait de dire autiste spectre, autistique, parce qu'actuellement, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas, bien sûr, tout mettre dans le fourre-tout de la schizoïdie. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une différence. Même chez les schizophrènes, il n'y a pas un schizophrène pareil à l'autre. Oui, bien sûr qu'il y a des symptômes qui permettent de vérifier qu'on a une schizophrénie. Mais moi, je trouve que dans l'ensemble, euh, au niveau au niveau du délire, le schizophrène part vraiment dans des délires, chose que l'autiste ne part pas du tout. Enfin, moi, je nomme pas ça des délires hein, chez l'autiste. Je trouve qu'il y a un rapport à la réalité. Le niveau d'angoisse est tellement grand chez l'autiste qu'on ne trouve pas, en tout cas, la même chose chez le schizophrène. oui. Le schizophrène part vite, il part dans son monde, voilà. Il trouve un refuge dans son monde. L'autiste aussi, mais pas de la même façon. Il y a vraiment des niveaux d'angoisse terribles. Voilà. Oui. Oui, oui, et puis donc ça nous amène à cette catégorie particulière de personnes qui est un peu le thème de la discussion aujourd'hui, donc l'addiction, hein. Et, et donc ton travail en addictologie, et donc je crois que tu as travaillé en collaboration avec un centre en addictologie, et comment ça s'est passé pour toi, Ben, et est-ce que je tu voudrais nous vais. parler un peu de ton expérience par rapport à ça? Oui, ben, très bien. J'ai créé un petit PowerPoint que je vais Ah ben partager. Ce sera super, plus facile avec plaisir. pour expliquer un petit peu ce qui Ouais. s'est passé, comment ça se passe. Je travaille toujours avec cette clinique, ça fait 2 ans. Donc je vais le passer puisqu'on vient d'en parler. Hein, Oui, c'est la méthode Chiron et seulement vite fait, la méthode Chiron travaille à 4 niveaux en psychothérapie, en coaching, en apprentissage et en développement personnel. Voilà, et je vais passer au prochain slide. Et pour vraiment réduire, la méthode Chiron est basée sur des exercices et des activités spécialement créées à chaque situation et à chaque patient client. Donc, il n'existe pas, hein, je dis toujours aux personnes, il n'existe pas un exercice pour la dépression, il n'existe pas un exercice pour l'autisme, il existe plusieurs exercices, plusieurs approches qui vont être adaptées à chaque situation et chaque personne et chaque problématique. Et à la base, toujours une équipe humaine bien spécialisée, bien préparée, et une équipe de chevaux qui est aussi bien préparée et bien choisie pour ce genre d'intervention. oui. Et Donc, ça me fait plaisir de voir ce triangle entre l'équipe de professionnels de santé, le patient et le cheval. Le cheval fait partie de ce triangle. Et, euh, et comme tu le dis, comme tu l'as écrit sur le stage, je trouve que c'est vraiment important. Donc une équipe équine, donc de chevaux, une cavalerie bien préparée à ces interventions. Moi, je crois que on ne peut pas prendre un cheval dans un centre équestre qui a des clients qui lui montent sur le dos en reprise 6 jours par semaine, qui vit en boxe, qui connaît pas ses congénères, qui a pas de vie sociale. Et le dimanche, on amène des personnes schizophrènes ou des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Non, je crois que c'est pas possible parce que les chevaux font partie intégrante de l'intervention assistée par les équidés. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir justement ce cercle avec les trois aspects. Les chevaux font partie de ces aspects. Ils doivent être choisis et préparés pour le travail en médiation équine. Et c'est une préparation qui est
euh, bien spéciale, hein, qui doit vraiment être faite de façon professionnelle. Alors, je te remercie d'avoir tracé ce cercle avec les trois aspects. Et c'est la base de la méthode, hein, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, dès le premier workshop, on est sur cette base et on travaille ça tout le long de la formation. Hein. Et j'ai vécu moi-même, il y a 20 ans en arrière, j'ai commencé avec des chevaux de centre équestre, donc j'ai pu me rendre compte très vite que c'était absolument impossible. Donc, cette intervention pour des toxicomanes et dépendants, donc est un partenariat que j'ai commencé il y a 12 ans avec cette clinique qui s'appelle Héritage. Donc, c'est un partenariat entre mon association qui s'appelle l'association Chiron et qui est devenue un club UNESCO. Au Portugal, l'UNESCO nomme certains projets club UNESCO quand on rentre dans les critères, dans leurs critères de qualité. La clinique dans la Quinta du Cavall, Chiron, c'est la ferme thérapeutique que j'ai créée donc il y a 18 ans en arrière. Et cette clinique, donc, qui s'est créée il y a 12 ans au Portugal, pas loin de chez moi, une clinique privée euh, qui suit la méthode Minnesota, donc la méthode Minnesota, ce qu'on appelle aussi les 12 steps, les 12 pas ou les 12 séquences, je ne sais pas comment 12 on les nomme en étapes, oui, français, oui, oui, tout 12 à fait. étapes. C'est ce qu'on connaît le plus souvent, ce sont les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, codépendants anonymes, voilà, tout ça, c'est le système Minnesota. Tout à fait. Alcoolique anonyme avec les fameux 12 étapes et les médailles et voilà, absolument, c'est quelque chose qui est bien connu, qui s'est beaucoup développé aux États-Unis, puisqu'il y a le nombre de personnes dépendantes aux opiacés en particulier aux États-Unis est absolument gigantesque, hein. Ça se compte en dizaines de millions, hein, carrément, hein. Et donc, donc, intervention avec, donc c'est un public toxicomane et dépendant. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de dépendance, c'est aussi des dépendances aux jeux d'argent, mais aussi aux jeux gaming online. C'est des dépendances au sexe de plus en plus. C'est encore un thème très, très, très tabou, mais il y a de plus en plus d'addicts au sexe. Dépendance, donc, relations toxiques, codépendance, dépendance à la nourriture, au sucre, etc. Donc on travaille, la clinique ne travaille pas que sur les toxicomanies. Et très souvent aussi, nous avons des patients qui ont double ou triple diagnostic, c'est-à-dire qu'on a aussi des pathologies mentales associées qui ont été développées à la suite de prise de substances ou qui existaient déjà avant et qui se sont empirées. Nous avons également des personnes ayant des dépressions et qui sont devenues addictes aux antidépresseurs et sans aucun résultat, bon résultat. Donc c'est une clinique qui travaille. Donc les patients rentrent en, en interne, ils sont internés pendant 3 mois minimum. C'est de la thérapie pratiquement 24 heures sur 24. Hein. C'est difficile parce qu'en fait, ils font une désintoxication pendant plusieurs semaines et puis par la suite, en fait, il y a un travail thérapeutique qui est fait tout le temps. Ils sont en thérapie de groupe, ils sont en thérapie individuelle, ils ont accès à la thérapie donc assistée par le cheval, ils ont accès au yoga thérapie, art thérapie. C'est très, c'est costaud au niveau de leur quotidien. Hein. Donc, il faut savoir que c'est pas facile de rentrer dans ce genre de clinique et d'y rester et de faire et de récupérer. Donc pour nous, au niveau des chevaux de la méthode Chiron, on travaille sur de la psychothérapie assistée par les équidés et de l'apprentissage assisté par les équidés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments de la séance où on va être vraiment sur de la psychothérapie, où on va travailler vraiment sur la partie des émotions et la partie psychocorporelle, et on va laisser que le cheval, le fameux cheval miroir et médiateur, mais il y a aussi des moments où on va travailler sur l'apprentissage, où on va enseigner un petit peu aux personnes comment gérer un cheval, parce qu'en fait, ce sera nécessaire à ce moment-là. D'accord? Donc, comment fonctionne le protocole? Donc depuis 2013, hein, nous en sommes à pratiquement plus ou moins 2500 patients. Ce sont des séances d'une fois par semaine. Non, c'est les mardis. 6 patients par groupe, donc pas plus de 6 patients
toute façon, en thérapie de groupe, plus de 6 patients avec les chevaux, c'est costaud. Je ne le recommande vraiment pas. C'est vraiment pour pouvoir travailler avec tout le monde. Hein, si déjà c'est beaucoup, même pas. Si c'est 6 patients difficiles, alors là, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de concentration de notre part. Et ce n'est pas toujours les mêmes patients, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cliniques, les personnes rentrent, certaines peuvent désister à un moment donné de leur thérapie. Donc, on a régulièrement, pratiquement toutes les semaines, un ou deux nouveaux patients qui va être intégré. Donc, ça demande vraiment à l'équipe humaine une capacité de s'adapter et de pouvoir gérer dans le même groupe des personnes qui sont là depuis 7 à 8 séances et un ou deux qui viennent juste d'arriver. Avec donc consommation, multi-comportement, donc ça demande, ce sont des séances très très puissantes et qui demandent beaucoup de concentration de notre part. Ce sont des séances de 2h30 et l'équipe thérapeutique est composée de 4 spécialistes, donc une psychologue clinique, une spécialiste donc de chevaux, d'équidés, un conseiller en addiction et une stagiaire donc de la méthode Chiron. Alors, ça peut paraître beaucoup de monde, mais je peux vous assurer que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait vraiment une équipe qui soit vraiment spécialisée. Souvent, les personnes qui veulent faire de la médiation équine en groupe partent un petit peu sur on va voir ce qui va se passer. Avec de la médiation équine, avec un public aussi complexe, on doit vraiment travailler avec une équipe, avec des personnes vraiment spécialisées qui ont l'habitude de travailler avec le type de problématique qu'on va amener dans ce type de médiation. Et puis, l'équipe équine de la Quinta do Cavalo, c'est 8 chevaux et 5 poneys. Donc, on ne travaille pas toujours, bien sûr, avec 8 chevaux et 5 poneys. Ça va dépendre de l'exercice, ça va dépendre de leur état aussi, leur état de santé à eux, s'ils en ont envie, s'ils en ont pas envie, s'ils sont en état de travailler ou non. Donc, l'abordage en intervention assistée par les chevaux, la méthode Chiron, donc c'est un abordage expérientiel, c'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on va pouvoir proposer des exercices et la personne va pouvoir commettre des erreurs et elle va pouvoir recommencer. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant. C'est un petit peu comme un laboratoire. On peut se tromper et justement, l'intérêt, c'est de se tromper et d'essayer de trouver une façon de trouver une autre solution ou d'autres solutions. C'est un abordage interventionniste, donc j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, beaucoup de méthodes d'intervention assistée par les chevaux n'interviennent pas ou peu. C'est-à-dire qu'un feedback ne va pas être donné aux patients pendant et après les interventions avec le cheval. Et avec, en tout cas, le public, ce public-là, c'est absolument impossible. Hein. Je l'ai fait moi-même mes frais au tout début où j'intervenais très peu. Et en fait, chacun partait avec sa propre idée et se créer son propre film dans sa tête. Et ça ne servait absolument à rien. Et même au contraire, c'était mauvais pour leur travail, quoi, pour leur développement. Et voilà. Donc il y a une lecture du cheval, il y a une intervention. Confrontation. Il y a une D'accord. confrontation. Je suis désolée pour le mot, mais quand on travaille avec ce type de maladie, parce que c'est une maladie, hein, il faut vraiment, pour les gens, c'est vraiment des maladies très graves et qui apportent beaucoup de souffrance à la personne et à son entourage et à la société. Donc on ne peut pas ne pas intervenir. Il faut vraiment confronter la personne parce qu'en fait, on va voir par la suite certains comportements typiques. Un de ces comportements, c'est l'illusion du contrôle et c'est l'illusion qu'on fait tout bien et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc il faut vraiment arriver à démonter la personne. Et finalement, donc on vient de le voir, la partie psychocorporelle. Et en lien avec ce que je venais juste de dire, on va travailler sur les obstacles à la récupération. Donc pendant les séances, on est constamment sur les comportements et les habitudes typiques des personnes dépendantes en récupération. Et on va amener ces comportements, en fait, ils vont eux-mêmes amener, puisqu'ils sont habités par ces comportements et ces habitudes typiques, ils vont amener ça, bien sûr, dans les séances. Et on va être constamment en train de confronter
et faire travailler bien sûr le cheval, c'est le cheval hein, qui va amener le miroir de ses comportements. Donc ça va être toujours un moment complexe parce que en fait, comme les chevaux ne mentent pas, et qu'une des problématiques de la dépendance, c'est le mensonge. Les personnes se mentent à elles-mêmes, elles mentent à l'extérieur, mais elles se mentent à elles-mêmes. Le fait de se retrouver face à un être qui ne connaît pas le mensonge et qui va être tellement véritable dans son retour, c'est souvent ça amène souvent des grands conflits dans les séances, beaucoup de colère et beaucoup et une volonté souvent même de sortir de la séance. Donc c'est pas facile aussi pour l'équipe de gérer ça. Ouais. Il demande beaucoup de patience. Donc justement, on arrive justement aux bénéfices pour les patients. Donc le premier, bien sûr, c'est sortir du contrôle, hein, ce que je viens de dire. On ne monte pas à cheval, hein. Jamais on ne met à cheval des personnes ayant des addictions. Le cheval ne fera que renforcer l'illusion du contrôle. Et j'estime, et je n'ai pas inventé ce que je viens de dire, c'est sûr de l'expérience après toutes ces années, Oui. que quelqu'un qui a récupéré depuis 4-5 ans peut remonter à cheval, mais pas avant. Voilà. Parce qu'en fait, cette illusion du contrôle continue à habiter la personne pendant pendant très longtemps, pardon. Donc les bénéfices vont se faire sur aussi l'attachement affectif, le lien qu'ils vont être capables ou non de créer avec le cheval, sur les limites, enfin c'est beaucoup de bénéfices, hein, sur l'assertivité dans l'action, la communication claire, les rôles dans le groupe, la conscience corporelle, les définitions des objectifs, enfin voilà, il y a toute une série de, de bénéfices. Pour revenir à l'histoire du contrôle, il y a la frustration que je n'ai pas mis ici, mais devoir gérer la frustration est très très complexe. Quand on vient on est dans une histoire d'addiction, il y a déjà la frustration de ne plus pouvoir consommer, c'est-à-dire que dans la clinique, ils n'ont plus accès à la consommation, que ce soit le portable, il n'y a plus de portable pour les addicts au portable ou au jeu, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de relations affectives, ils sont coupés de la famille, donc c'est très très difficile pour eux. Déjà, ils arrivent en séance souvent même déjà frustrés ou malheureux ou en colère, et en plus dans la séance, on va en rajouter une couche. Donc euh, très souvent, c'est violent pour eux, c'est difficile pour eux, mais en même temps, quand après certaines séances on commence à voir une évolution, il y a des prises de conscience qui sont faites, le corps se remet à fonctionner, on voit sur leur corps, hein, on voit des changements, on voit dans quel état ils rentrent, et on voit au bout de plusieurs semaines, quand il n'y a plus de consommation de substances surtout, ils prennent du poids, ils ont bonne mine à nouveau, et puis surtout leur tête commence à beaucoup mieux fonctionner, leur prise de conscience, et en fait ils commencent à vraiment s'attacher aux chevaux, et ce sont des séances qui peuvent être tellement magiques pour certains d'entre eux, et ils n'oublieront jamais, en fait, ce qui reste, c'est des années et des années après. Cet été, on a eu l'anniversaire des 11 ans de la clinique, et j'ai pu retrouver des patients que nous avons eus en séance il y a 10 ans en arrière, et eux se rappelaient, moi je me rappelais pratiquement de rien, et eux se rappelaient de leur séance, et ils disaient, tu te rappelles la séance où la jument, elle a fait ça, et moi j'ai fait ça. Ben, tu sais, ça m'accompagne encore tous les jours quand j'ai envie de reconsommer, ou quand quelque chose me manque, ben je me rappelle de ce moment-là. Donc c'est vraiment impressionnant, hein, vraiment, comment la mémoire du faire, hein, d'être dans l'action peut être puissante. Ils ne sont pas forcément systématiquement avec le même cheval pendant les 2, 3 mois sur plusieurs sessions. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 ça tourne, mais certains s'attachent plus à certains chevaux que d'autres, ce qui est Ouais. tout à fait normal. Et euh, parfois, ça va dépendre des exercices, mais certains exercices, on peut leur proposer, et souvent, ils vont choisir le même cheval ou la même jument ou le même poney,
Par contre, au bout d'un moment, si au bout de 3, 4 fois, ils choisissent le même, on va leur proposer un autre parce qu'ils rentrent aussi par ça dans un mouvement d'addiction, entre guillemets. Voilà. Et donc, on leur propose d'aller voir une autre énergie, une autre façon de se comporter, justement, parce que sinon, ils rentrent dans leur retranchement et ils rentrent aussi dans la facilité, qui est quelque chose aussi, une des problématiques, c'est la facilité, la recherche de facilité. Voilà. Donc, des bénéfices pour l'équipe thérapeutique, mais il faut en parler, hein. Équipe thérapeutique humaine, hein. Après, on parlera de l'autre équipe. Donc, ça va faciliter le diagnostic. Donc, pour la clinique, la direction de la clinique, quand ils nous envoient les patients pour la première fois, très souvent, on a un petit mot en disant faites bien attention parce qu'on a un diagnostic, mais on n'est pas sûr de ça, ça et ça, ou on aimerait que vous puissiez vérifier telle ou telle chose. Donc, ça va vraiment nous aider au niveau du diagnostic. Ça va aider l'équipe aussi de sortir de la rationalisation et partir même, voilà, sur la conscience corporelle. Hein, donc, on est obligé vraiment d'ouvrir et d'aller faire sortir des schémas et des typologies. Hein, on revient à ça. On va beaucoup travailler sur les émotions aussi refoulées parce qu'en fait, les grands problèmes des addictions, c'est l'incapacité ou la grande difficulté à gérer les émotions. Alors, ça va faire remonter beaucoup d'émotions, puis très difficile de contrôler ces émotions grâce au cheval. L'analyse par essai-erreur sans jugement, mais bien sûr, c'est l'effet laboratoire hein, de ce type d'intervention. Oui. On va maintenir la séance toujours dans l'ici maintenant. Hein, c'est ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la personne, elle nous amène tout son bagage, mais on est ici maintenant, et ici maintenant, tout est possible. Ici maintenant, on peut tout changer. Il n'y a aucun jugement qui est fait, puisque de toute façon, je dis à nouveau, il n'y a pas de stigmatisation. C'est une maladie. Donc, on ne peut pas juger, on ne doit pas juger les toxicomanes. Et dans l'ici maintenant, bah, tout est possible. Donc, ça va faciliter le processus thérapeutique pour nous aussi. Et ça va aider aussi. Donc, les dynamiques de transfert et contre-transfert sont extrêmement puissantes. J'avais parlé à la dernière interview où on m'avait dit, très souvent on dit que le contre-transfert, le transfert se pose sur l'animal et pas sur l'équipe thérapeutique, ce n'est pas vrai. Et le contre-transfert va être du côté de l'équipe très complexe, hein, parce que on peut avoir vraiment des patients qui vont vraiment nous amener à nos limites à nous, dans nos retranchements à nous. Et donc, ça nous demande énormément de travail et beaucoup de supervision. Voilà ce que je dis à tout le monde. Si on ne fait pas de la supervision, on n'y arrive pas. Donc, en fait, l'équipe, entre nous, on travaille beaucoup, entre nous, on s'entraide beaucoup. Toujours en fin de séance, on a toujours un quart d'heure, 20 minutes pour nous ramener, pour qu'on puisse vraiment exprimer ce qu'on a ressenti et nos difficultés. Donc, le travail sur soi va nous obliger, on va être obligé d'aller beaucoup plus en profondeur sur notre travail sur nous. Ah, il me manque quelque chose là. Ah, quelque chose qui s'est passé. Pardon, je ne sais pas pourquoi. Il me manque un slide. Ah. Et il me manque le slide du bénéfice pour les équidés. Tiens, pourquoi il a disparu? Ça ne me plaît pas du tout parce que c'était vraiment important que je vous parle de ça. Bon, alors je vais en parler en voix off. Oui. Donc, bénéfice pour l'équipe équine, ben aucun. Oui. Voilà, aucun bénéfice. Donc, il faut vraiment, je tiens vraiment à le dire. Alors, le bénéfice, le seul bénéfice, c'est que bien sûr, de l'argent va rentrer par la clinique et que cet argent va nous permettre de leur acheter à manger et pour les frais vétérinaires, etc. Mais eux n'ont absolument aucun bénéfice à faire ce genre de séance. Au contraire, même pour certains d'entre eux, c'est très douloureux. Donc, d'ailleurs, il faut vraiment bien choisir les équidés qui vont participer. Moi, j'ai une petite jument elle tient le coup un petit peu. Au bout d'un quart d'heure, ça va, ça suffit. S'il y a trop d'émotions, si c'est trop costaud, elle aime pas, elle s'en va. Hein. Donc, il faut vraiment faire très attention aux équidés. Absolument. Même s'il y a des chevaux qui
qui soutiennent plus volontiers hein, ce travail thérapeutique que d'autres. Bien sûr, exactement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai une petite vidéo On- par la suite à vous oui, montrer. tout à fait. On a encore un bon quart d'heure pour et s'il y a des questions, posez-les dans le chat et puis on prendra un bon 10 minutes pour répondre à vos questions, pour que Nathalie puisse répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, posez-les dès maintenant dans le chat. Ok. Voilà. Et- mais vous aviez votre émission de télé, vous êtes passé à la télévision au Portugal. Oui, alors je vais remettre ce slide, hein. Alors, j'aurais aimé vous présenter, j'ai beaucoup de vidéos parce qu'en fait, un des travaux qu'on fait, c'est d'enregistrer certaines séances, certains exercices sont enregistrés et en Oui. fait, on leur passe l'enregistrement après. Ah oui, Ça fonctionne très bien pour qu'ils puissent eux-mêmes se voir. Alors, la base du travail avec la vidéo, c'est que eux se regardent à eux-mêmes, hein. Ils ne jugent à aucun moment, ils ne parlent de leurs copains, de leurs voisins, de leurs collègues. Ils vont parler d'eux-mêmes et de ce qu'ils voient et du retour qu'ils vont avoir. Mais je ne peux pas, pour question évidente de déontologie, je ne peux pas vous montrer ces vidéos. Parce qu'en fait, j'ai leur accord hein, total que jamais je ne montrerai ces vidéos à qui que ce soit. bien sûr. Mais j'ai eu la chance, il y a quelques années en arrière, que la troisième chaîne portugaise nous a fait un reportage de 20 minutes, un très beau reportage sur notre travail avec la clinique Héritage. Et je vais vous montrer un tout petit, vraiment quelques minutes d'un exercice avec la patiente qui a eu le courage de se montrer, entre guillemets, vous allez voir, c'est flouté à certains moments pour pas qu'on la voit. Son prénom, elle aurait dit qu'elle s'appelle Marianne, mais ce n'est pas son vrai prénom. Et elle était addicte à la cocaïne et d'autres substances récréatives. Donc voilà, je vais mettre ça. Não me agrada. Voilà. A égua não tem o direito de entrar aqui neste espaço. Nós vamos trabalhar os limites. Alors, l'exercice que je lui propose, c'est que la jument, qui s'appelle Samara, dans cette fameuse petite jument dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très très sensible, donc elle va devoir maintenir Samara à l'extérieur du cercle qu'elle a créé au sol. Ce cercle représente son espace à elle. Et donc j'ai posé la jument, j'ai mis la jument dans l'espace. Elle va devoir faire sortir la jument de cet espace. Et elle va devoir, on va travailler donc sur les limites, ses limites internes. Et puis en plus, bon, bah, quand on parle d'addiction, on parle de limites, c'est évident, hein. Bien sûr. Donc voilà. Vais ter que pôr essa égua fora do teu espaço, mantendo ela na mão. Fora. Ah oui. Mariana, o que significa dizer fora da tua história? O que dizer não? Fora. Non. Alors, le mot qu'elle utilise, c'est fora. Fora, ça veut dire dehors. Et on peut, donc c'est le mot qui est venu, hein, on peut voir associé à ce mot, donc on entend le mot fora, elle est en train de pousser la jument, mais si on observe son corps, et je ne sais pas si vous l'avez observé, ben le corps, lui, il fait rien. C'est son bras qui pousse, et elle dit fora, fora, mais le corps, lui, il fait rien du tout. Et donc j'ai repris le mot pour lui dire fora, qu'est-ce que ça veut dire dans ton histoire? Fora, non, donc j'ai mis plusieurs synonymes, fora, dehors, non, je ne veux pas, ce sont mes limites, hein, j'ai essayé d'aider avec plusieurs synonymes. Quer. Associada a que dentro de ti. Et je lui demande, donc je ne veux pas, hein, la phrase je lui cite moi-même le mot je ne veux pas, et comment ce mot est associé, comment elle associe ce mot dans son histoire de vie et de dépendance. Rejeição, solidão. A solidão, o medo e da solidão. Et là, elle parle de la solitude. Donc pour elle, en fait, la problématique, c'est la solitude. Donc si elle pose des limites, elle a peur de se retrouver seule. Et par la suite, elle dit qu'elle n'avait absolument pas conscience que être dans les limites allait être associé à la peur de la solitude.
Oui. Havia muita coisa que eu não tinha desenvolvido em mim. Isto não marca. Donc, dans l'interview, malheureusement, on ne voit pas la suite du travail qu'il fait avec elle. En fait, je vais l'amener à travailler sur son corps. C'est-à-dire que je vais rentrer, plus que dans de la psychothérapie, je vais rentrer dans de l'apprentissage. Et je vais lui montrer, je ne le fais pas souvent, mais dans certains cas, et c'est bien de le faire, je vais lui montrer comment on peut faire sortir cette jument de son espace en utilisant tout son corps, en utilisant ses jambes, ses hanches, ses épaules et tout cet alignement. Et pour elle, ça l'a amenée à pleurer. Hein. On ne le voit pas là, bien sûr, mais en fait, quand elle a fait ça, par la suite, elle a éclaté en sanglots parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que son corps n'était pas capable. Elle n'était pas capable d'en faire avec tout son être, de poser ses limites. Voilà. Oui. Donc, prochain slide, voilà, ce sont des photos tout simplement. Hein, Oui. On a vraiment, j'aime beaucoup la photo de gauche parce qu'on a vraiment ce fameux cercle hein, dont tu parlais au début, Sylvain. Où, donc, moi, je me trouve à gauche hein, dans l'équipe thérapeutique. En face, j'ai ma jument turquoise qui est l'équipe équine et au milieu, on a le patient. Et c'est vraiment ça, c'est ce lien, hein, c'est ce lien constant pendant les séances et on danse tout le temps dans ce lien entre l'équipe humaine et qui. Donc voilà, ça, sur la droite, c'est un exercice de groupe. Hein. Oui. Beaucoup de défis où on ne peut pas se lâcher. Donc voilà, au niveau de la petite présentation, donc j'aimerais peut-être avoir des questions ou, sur des points qui n'ont pas été clairs. Oui, merci Nathalie. C'est toujours émouvant et puis aussi on voit bien que dans ce travail, c'est un travail thérapeutique, c'est pas un travail d'équitation à proprement parler. Hein, il se passe pas de travail même en équitation éthologique. C'est purement thérapeutique. Il y a ce cercle, ce triangle dont tu as parlé. Quelqu'un posait donc alors merci pour le lien de la vidéo donc qui est dans le chat. Donc Amandine posait la question, pouvez-vous préciser l'âge des patients pris en charge et aussi les races de vos chevaux et sinon nous préciser s'ils sont origine constatée donc de certaines races ou ONC, origine non constatée des chevaux qui n'ont pas de race précise. Alors, l'âge des patients, ça va de 15-16 ans à 70 ans. Patients mineurs alors, il y a des patients mineurs. C'est rare, mais Oui. ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver parce qu'en fait, au Portugal, on a de gros problèmes, on n'a pratiquement pas de structure pour les adolescents. Et malheureusement, dans certains cas, les parents et les patients sont tellement désespérés qu'on ouvre des exceptions. Ce n'est pas l'idéal, mais dans certains cas, quand il y a vraiment des histoires de vie ou de mort hein, qui sont en jeu, ben, il faut bien ouvrir des exceptions. Voilà. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité sont majeurs. Ils sont volontaires pour entrer en récupération. Ça, c'est très important. Personne ne les oblige, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ça peut aller jusqu'à 70 ans, toutes les tranches d'âge. Les chevaux, donc la plupart ce sont des Lusitaniens, mais oui, origine contrôlée, certains d'entre eux, oui. D'autres pas du tout. Les poneys, donc il y a des mini Shetland. Il y a aussi des poneys d'origine portugaise du nord du Portugal qui s'appellent les Garanos, ce sont des chevaux qui vivent encore en liberté. On a ça encore au Portugal, dans le nord du Portugal, des chevaux qui vivent en liberté. Donc ce sont des poneys de taille moyenne, on va dire, mais qui ont du sang chaud. Hein. Ce sont des poneys à sang chaud, c'est pas comme les Shetland. Ah oui. Pendant des années, on travaillait avec une percheronne aussi, de 900 kg, qui faisait des séances absolument extraordinaires. Et on a 2 ou 3 chevaux aussi qui sont
je sais pas qu'on appelle ça en français, qui sont mélangés. Donc, il y en a un qui est lusitanien, pur sang arabe, non, pur sang lusitanien, anglo-arabe. On a un autre qui est espagnol et anglais, voilà. C'est plus ou moins ça. Tout à fait. Alors, toujours dans les questions, je lis dans le chat, donc merci beaucoup, c'est très intéressant. Les personnes souffrant d'addiction ont généralement un rapport aux sensations problématiques. En gros, ils cherchent des sensations fortes en dehors d'eux-mêmes ou bien cherchent à s'anesthésier. Commencez-vous par ce travail de recherche de sensations? Et si oui, comment? Alors, non, on ne part pas sur la recherche de sensations. Ah oui. Non, pas du tout. Pas du tout. On part sur être ici, maintenant, présent, et sur vivre une expérience. Oui. Et la recherche de sensations, bien sûr, va apparaître. C'est-à-dire que dans la récupération, il y a des thèmes qui sont jugés tabous par eux, hein, donc parler de la volonté de consommer est quelque chose qu'ils évitent de parler. Donc c'est certain qu'il va y avoir des moments où ils vont être très frustrés par les exercices et ils vont avoir envie de consommer. Et c'est un moment très important parce que la plupart, ils n'en parlent pas parce qu'ils pensent que c'est interdit. Parce qu'en fait, dans leur histoire, parler de leur consommation, on revient au contrôle, puis c'est de la famille, ils ne veulent pas en entendre parler, personne ne veut entendre parler. Donc c'est un moment important du travail, c'est quand en fait ils arrivent à un point de profonde frustration de pouvoir dire, pardon, je vais dire ce que j'entends, hein, vous m'emmerdez et maintenant j'ai vraiment envie de consommer. Et voilà, c'est votre faute, maintenant j'ai envie de consommer. Voilà. Et ça va nous permettre de travailler. Et là, on va aller chercher justement des exercices pour calmer justement. Et on va travailler sur la respiration, sur le corps. On va essayer de leur donner des outils. Et on va leur apprendre que c'est important d'en parler. Et un des points qu'on trouve avec ce type de public, c'est la difficulté à demander de l'aide. Donc, dans les exercices, en fait, c'est quelque chose où on retombe toujours sur ça, c'est vous ne demandez pas de l'aide. Pourquoi ne demandez-vous pas de l'aide? Et c'est assez impressionnant à voir. On a des personnes qui sont là, donc au bout de 3 mois de thérapie profonde, de travail sur eux, ils souffrent, ils sont 9, 10 fois avec nous et ils n'arrivent toujours pas à demander de l'aide. C'est-à-dire que le cerveau, il y a une telle structure qui se met en place dans leur histoire d'addiction qu'ils n'y pensent même pas. Ils sont dans une dynamique d'auto-régulation où être seul dans un coin est la solution à leurs problématiques émotionnelles. Donc demander de l'aide, on ne connaît pas. Je ne sais pas comment ça se fait, on ne sait pas. Il y a une histoire d'arrogance aussi. Tout à l'heure, je parlais des comportements qui étaient contre la capacité de récupérer. L'arrogance en fait partie. Donc, on le voit dans le comportement avec le cheval. Hein. On va avoir, par exemple, le dernier qui me vient il y a un mois en arrière, un monsieur alcoolique, un monsieur de 60 et quelques années, qui a déjà eu un accident de voiture gravissime, il a failli mourir, enfin... les conséquences sont terribles, bien sûr, des addictions. Et lui, il prenait toujours le même petit poney. Et là, il a pris le même poney une fois de plus. Et il était très content parce qu'en fait, il a réussi, par son comportement, ce qui est très bien, à ce que le poney le suive, sans qu'il soit attaché. Donc le groupe, 2 ou 3 étaient en train de travailler sur un autre exercice. Et lui, il était là, il s'est mis à hurler. Vraiment hurler, regardez-moi, tout le monde regardez-moi, regardez ce que j'ai réussi à faire. Et à ce moment-là, le poney lui a marché sur le pied. Ce qui était bien sûr pour lui, il a hurlé de douleur. Et on a vraiment pu travailler sur l'arrogance. Regardez-moi ce que j'ai réussi à faire. Et tout de suite après, le poney lui marche dessus. Donc la déconnexion.
Ouais. De rester connecté au corps et à ce qui se passe dans le moment présent. Absolument. Absolument. Ouais. Ouais, c'est passionnant. Voilà. Alors, peut-être dernière question, parce qu'on arrive petit à petit à la clôture de cette interview. Donc, dernière question de la part de Frédéric. Quelle est la durée du programme en général? Et y a-t-il des programmes sans intervention de la clinique? Donc, je pense que c'est la clinique dont tu as parlé. Euh, voilà. Donc, La combien? durée du, oui, la durée du programme dans la clinique, c'est 3 mois minimum. 3 mois. D'accord. Rester plus longtemps. Et ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais normalement, ils viennent entre 5 et 8 fois à Ouais. nos séances avec les équilibres. Donc, une fois par semaine à peu près pendant 3 mois. Oui, 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 c'est plus ou moins ça. Ça va dépendre. Il y a des roulements. Il y a des moments où ils sont pas bien. Il y a des moments où ils vont pas bien du tout. Donc, et puis il y a des moments aussi où ils sont obligés de rester à la clinique pour faire d'autres types d'exercices qui étaient nécessaires. On va supposer que pendant le traitement, l'un d'eux, un- il y a un moment, par exemple, ils vont être confrontés à leur famille. Ça fait partie du programme. Et normalement, ce jour-là ou le jour d'après, c'est difficile. Alors parfois, on nous les envoie le jour d'après pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions, et parfois, on ne les envoie pas quand ils vont vraiment mal. Ils veulent pas venir. Hein. Ça, c'est aussi un thème. Parfois, ils ne veulent pas venir. Certains d'entre eux adorent venir, certains d'entre eux détestent venir. Ah oui. Et ils simulent même qu'ils sont malades pour pas venir, s'ils sont trop confrontés. Des programmes d'intervention, des programmes sans intervention. Oui, oui, bien sûr, je travaille avec, au niveau individuel avec des addicts et avec des familles d'addicts aussi, hein, bien sûr. Ok. Bon, eh ben, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je regarde dans le chat. Alors, donc Théophile qui nous dit, c'est très intéressant, les personnes souffrant d'addiction ont généralement un rapport aux sensations problématiques, ils cherchent des sensations fortes. Ah, mais c'est la même question qu'avant. Oui, oui, pardon, c'est moi qui... C'est la question sur les sensations. Oui, ou donc tu as répondu par rapport. Non, il y a pas de recherche. Voilà, on a déjà répondu. Oui, il n'y a pas de recherche de sensations, mais par contre, un élément autour de la présence au corps, de la présence à ce qui se passe dans le moment présent. Voilà, très bien. Alors, un grand merci Nathalie. Euh, Moi, je trouve ça fascinant que ce programme, ce programme professionnel hein, de prise en charge des addictions, ça soit complètement intégré avec la médiation équine et aussi qu'il y ait des protocoles spécifiques hein, donc pour ce type de pathologie. Et vraiment, bravo pour avoir développé ce travail. Et un grand merci pour tes interventions et pour nous avoir présenté ton travail. Euh, et donc, on peut Merci te à toi. retrouver sur donc ton site internet qui est nataliedurel.com, je crois, hein, donc tout attaché. Et on le mettra en dessous de la vidéo. Euh, voilà, puis donc pour les membres actifs, les membres contributeurs qui vous êtes membres de la plateforme sur abonnement, donc la vidéo va être disponible en replay pour vous sur donc ce groupe Cheval et Psychologie, euh, avec également la possibilité de continuer la discussion autour de ces thèmes. Comment est-ce que le cheval peut nous aider, nous soutenir, être intégré dans des programmes en psychologie, en psychiatrie, en psychothérapie, hein, avec des protocoles spécifiques. Nathalie, un grand Merci beaucoup d'avoir été Sylvain. avec nous, d'avoir pris de ton temps. Merci donc à nos participants d'avoir été présents, de vos questions, de vos échanges. Et on continue donc les échanges sur la plateforme Cheval en Conscience. Merci beaucoup à vous.